Imagine un réveil qui sonne tous les jours mais sans pile. Un réveil qui continue de fonctionner même si tu es enfermé dans une cave sans lumière, sans bruit, sans téléphone. Ce réveil, tu l'as dans ta tête. Enfin, dans chaque cellule de ton corps. On l'appelle le rythme circadien. Un mot savant pour dire que ton corps vit selon une horloge biologique d'environ 24 heures. Même si tu changes de fuseau horaire, même si tu vis dans le noir, même si tu fais nuit blanche sur nuit blanche, ton corps, lui, continue de suivre son propre rythme. Tu as sommeil à 22 heures, c'est lui. Tu as faim à midi pile, c'est lui encore. Et quand tu es complètement décalé après un vol Paris-Tokyo, c'est lui qui rame à te recaler. Et jusqu'aux années 1980, cette horloge biologique était un mystère total. On savait qu'elle existait, on voyait bien ses effets, mais personne ne comprenait comment elle fonctionnait. Et puis, trois chercheurs, Jeffrey Hall, Michael Rosbash et Michael Young, ont mis le doigt sur les rouages invisibles de cette horloge. Pas une horloge dans le cerveau, une horloge dans les gènes, dans les protéines, dans la danse moléculaire des cellules. En 2017, ils décrochent le prix Nobel de médecine pour avoir révélé l'un des secrets les plus profonds du vivant. Nous sommes des êtres faits de temps. Bienvenue dans Chronobel, l'émission où on décortique les découvertes qui ont changé la science et les histoires parfois oubliées qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du rythme circadien. Comment ton corps sait-il quelle heure il est? Pourquoi des mouches ont-elles été les premières à livrer le secret? Et surtout, pourquoi ce mécanisme est aussi crucial pour ta santé que ton cœur ou ton cerveau? Allez, on remonte le temps d'une journée mais à l'échelle moléculaire. Imagine une plante. Tu la mets dans un placard, sans lumière, sans air frais, sans indication de l'heure, et pourtant elle continue d'ouvrir ses feuilles le matin et de les refermer le soir. Pourquoi? Comment? Qui lui dit qu'il est 8h ou 20h, sans soleil, sans horloge, sans Siri, pour lui rappeler ses rendez-vous? Ce mystère ne date pas d'hier. Au XVIIIe siècle déjà, un astronome français, Jean-Jacques Dortoux de Méran, enferme une plante Mimosa pudica dans l'obscurité totale. Et chaque jour à la même heure, les feuilles s'ouvrent, puis se referment. La plante a une montre intégrée. Et les biologistes vont mettre 2 siècles à comprendre comment ça marche, car ce phénomène n'est pas réservé aux plantes. Tous les êtres vivants, champignons, insectes, humains, suivent un rythme circadien, circa diem, en latin environ un jour. Même isolé dans une pièce, sans aucune lumière, ton corps continue de vivre en cycle de 24 heures. Température corporelle, pression artérielle, taux de cortisol, pic de mélatonine, tout suit une courbe invisible mais régulière. C'est comme si chaque cellule avait un petit métronome qui bat la mesure du temps biologique. Et comment une molécule peut-elle connaître l'heure qu'il est? Dans les années 1970, on commence à cerner l'existence d'un chef d'orchestre, une minuscule région de ton cerveau appelée le noyau suprachiasmatique, niché au creux de l'hypothalamus. Elle reçoit les signaux de lumière via tes yeux et ajuste ton horloge interne en conséquence. Mais cette horloge cérébrale, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai mystère, c'est ce qui se passe à l'intérieur des cellules dans l'intimité du noyau, là où le temps n'est qu'une question de protéines. Et c'est là qu'on entre dans l'histoire de 3 chercheurs américains. 3 pionniers qui ont utilisé une mouche comme cobaye pour décoder l'horloge moléculaire du vivant. Et le spoiler, c'est que le temps, ça se code dans l'ADN. Pour comprendre comment l'horloge circadienne fonctionne, il faut d'abord trouver un organisme qui vit lui aussi au rythme du jour et de la nuit, mais qui soit simple, rapide à manipuler et facile à trafiquer génétiquement. Ce cobaye idéal, c'est Drosophila melanogaster, la mouche du vinaigre, la star des labos, petite, prolifique, avec un génome bien connu, c'est le Pokémon de base des généticiens. Chez Drosophila melanogaster, le rythme naturel est d'environ 24 heures, comme chez les humains. Quand on les place dans un environnement avec alternance jour-nuit, par exemple 12 heures de lumière, 12 heures d'obscurité, les mouches s'activent et dorment selon ce cycle. Mais le plus fascinant, c'est que si on les met dans l'obscurité totale, elles conservent un rythme d'environ 24 heures. Elles continuent de s'activer au même moment chaque jour, preuve que le rythme est endogène, généré de l'intérieur. Et justement, à la fin des années 70, un chercheur du nom de Seymour Benzer a une intuition. Et si on pouvait trouver les gènes de l'horloge en repérant les mouches qui vivent hors tempo? Avec son étudiant Ronald Konopka, il fait muter des mouches au hasard. À l'époque et encore aujourd'hui, on utilise une technique simple mais efficace, l'exposition à un agent mutagène, souvent une substance chimique comme l'EMS, l'éthylméthanesulfonate. L'EMS modifie l'ADN au hasard en changeant des bases dans le génome. Le résultat, c'est que chaque mouche mutée porte une ou plusieurs altérations génétiques imprévisibles. Ensuite, on croise ces mouches mutées, on récupère leur descendance et on observe si certaines ont un comportement anormal. On appelle ça un genetic screen. On cherche une aiguille, la mutation d'intérêt dans une botte de foin, des centaines de mutations aléatoires. Et c'est exactement comme ça que Konopka découvre les premières mouches avec un rythme circadien perturbé. Certaines mouches ont un rythme raccourci, 19 heures au lieu de 24, d'autres sont carrément arythmiaques, plus aucune régularité. Et toutes ont une mutation au même endroit, un gène qu'ils baptisent période. Le nom est bien choisi, ce gène semble contrôler la période du rythme circadien. Mais à l'époque, on n'a aucune idée de comment ça fonctionne. Et c'est là qu'entrent en scène 2 chercheurs de Brandeis University à Boston, Jeffrey Hall et Michael Rosbash. Au début des années 80, ils se lancent dans une aventure technique, isoler, séquencer et comprendre le fonctionnement du gène période. Et en 1984, ils réussissent ce que personne n'avait encore fait, cloner le gène période et mesurer l'expression de la protéine qu'il produit, qu'on appelle PER. Et la surprise, la quantité de protéines PER produite ne reste pas stable. Elle fluctue, elle monte, elle descend, elle disparaît puis elle revient. Elle a un vrai rythme, toutes les 24 heures. Mais surtout, il découvre que la protéine PER agit sur son propre gène. Quand il y a trop de PER, elle bloque la production du gène période. Et quand elle disparaît, le gène se réactive. PER régule sa propre production. C'est une boucle de rétroaction négative, un mécanisme d'autorégulation parfait qui prend pile 24 heures à se boucler. Et c'est ça l'horloge moléculaire. PER monte la garde, puis s'autoneutralise, puis recommence, un tic-tac
tic-tac biochimique codé dans l'ADN. Mais PER ne travaille pas seul. Pour compléter le mécanisme, il manque encore une pièce essentielle. Une autre protéine, un autre gène et un autre chercheur, direction New York. Pendant que Hall et Rosbach cartographient les oscillations de PER à Boston, un autre chercheur à New York suit une piste parallèle. Michael Young à la Rockefeller University s'intéresse lui aussi aux mouches mutantes. Et en 1994, il découvre un deuxième gène clé du rythme circadien, le gène Timeless. Ce gène code une protéine qu'il baptise TIM, et elle a un rôle aussi simple qu'indispensable. Elle s'associe à PER et l'aide à rentrer dans le noyau de la cellule. Pourquoi c'est important? Parce que c'est dans le noyau que PER peut bloquer l'expression de son propre gène. Mais PER tout seul, il est incapable de passer la porte. Il lui faut un passeport moléculaire, une autorisation d'entrée. Et cette autorisation, c'est TIM. PER et TIM forment donc un duo complémentaire. PER s'accumule dans la cellule, TIM le rejoint, et ensemble ils rentrent dans le noyau et bloquent la transcription du gène période. Ensuite les deux protéines sont dégradées, et le cycle recommence, un cycle de 24 heures. Une véritable boucle moléculaire où chaque étape prend du temps, le temps d'accumuler la protéine, le temps de l'associer à sa partenaire, le temps de migrer dans le noyau, le temps de freiner sa propre production, le temps de se dégrader, une mécanique de précision calibrée pour tourner en un jour. Mais Young ne s'arrête pas là. Il découvre aussi un autre gène, Double Time, qui code une enzyme chargée de ralentir l'accumulation de PER en la dégradant. Encore une couche de régulation, un autre bouton de réglage du tempo. Ce n'est pas une simple horloge, c'est une usine moléculaire où chaque pièce est réglée au millimètre pour faire tourner le cycle biologique du temps. PER monte la garde, Tim l'aide à entrer dans le noyau, et Double Time, DBT, le ralentit. Chez la mouche, tout ce petit monde tourne en boucle pour générer un cycle de 24 heures. Mais chez les mammifères, pas de panique, c'est la même danse, juste avec quelques noms différents. Chez nous les humains, PER est toujours là, c'est PER1 et PER2, mais Tim est remplacé par une autre partenaire, CRY pour cryptochrome, CRY1 et CRY2. Et DBT laisse la place à CK1 delta et CK1 epsilon, des noms différents mais au final c'est le même rôle de chronomètre moléculaire. Le principe reste strictement identique, ça s'active, ça s'inhibe, ça se dégrade, et le cycle recommence, et ce cycle-là il tourne dans chaque cellule de ton corps. Pas juste dans le cerveau, dans ta peau, ton foie, tes reins, tes muscles, même dans ton intestin, pendant que tu es en train de regarder cette vidéo. Mais alors si chaque cellule a son horloge, qui règle l'heure pour tout le monde? Et c'est là que le noyau suprachiasmatique entre en scène. Perché dans ton hypothalamus, juste au-dessus de la croisée de tes nerfs optiques, le noyau suprachiasmatique, ou SCN, c'est le chef d'orchestre de l'horloge circadienne. Et lui aussi, il possède des cellules avec les mêmes boucles de protéines que je viens de citer. Mais ce qui fait sa force, c'est que ces cellules, elles sont synchronisées entre elles. Contrairement au foie ou à la peau où les cellules, elles peuvent se dérégler, les neurones du SCN, ils sont solidaires. Ils s'envoient des signaux chimiques électriques et ils forment une horloge collective qui bat à l'unisson. Et surtout, ces neurones y reçoivent la lumière en direct. Dans ta rétine, il y a des cellules spéciales, pas pour voir, mais pour sentir la lumière. Elles contiennent une molécule appelée la mélanopsine, et elles envoient un signal lumineux au SCN via un nerf spécial, le tractus rétino-hypothalamique. Chaque matin, la lumière réinitialise ton SCN, comme une horloge à quartz qui se remet à l'heure au premier rayon du jour. Et ensuite, le SCN, il envoie le message au reste du corps via des hormones, comme la mélatonine, produite par la glande pinéale, via le système nerveux autonome qui régule la température, la fréquence cardiaque et la digestion. Le SCN, il dit au corps, il est l'heure, restez synchronisés, et les horloges locales, dans les tissus et les organes, ils écoutent, ou du moins ils essayent. Parce qu'elles sont aussi influencées par d'autres signaux, comme par exemple l'heure des repas, l'activité physique, la température corporelle, et c'est là que les choses peuvent déraper. Si tu travailles de nuit, si tu manges à minuit, si tu regardes Netflix en pleine insomnie, tu envoies à ton corps des signaux contradictoires. Le cerveau dit c'est la nuit, le foie il dit on digère une pizza, et tes muscles ils croient qu'il est temps d'aller courir un marathon. Le résultat c'est que les horloges locales elles se désynchronisent. Ton corps tourne encore mais il ne bat plus la mesure. Et ça c'est du petit décalage. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends un vol Paris-Tokyo? T'as 13 heures d'avion, 7 fuseaux horaires, et une envie irrésistible de dormir à 14h ou de dîner à 3h du matin. Bienvenue dans le jet lag. Mais ce n'est pas juste une histoire de fatigue, c'est une désynchronisation interne. Ton cerveau, lui, ton SCN, il capte très vite le changement. Dès que tu vois la lumière du jour au Japon, tes neurones du SCN, ils commencent à se recaler. Ils reçoivent l'information, c'est le matin, même si ton corps pense qu'il est encore 3h du mat à Roissy. Le SCN, il commence alors à recalibrer ton horloge interne. Il envoie de nouveaux signaux, baisse de mélatonine, modification des influx nerveux, ajustement de la température corporelle, mais le reste du corps, lui, il est à la bourre. Tes horloges locales dans ton foie, tes intestins, tes muscles, ils n'ont pas encore capté qu'on a changé de fuseau, elles tournent toujours à l'heure de Paris. Le résultat, c'est que tu as faim au mauvais moment, tu n'arrives pas à t'endormir quand il faut, tu digères mal, tu es irritable, fatigué, groggy. C'est comme si chacune de tes cellules jouait une partition différente. Le chef d'orchestre a changé de rythme, mais les musiciens, eux, ils jouent encore l'ancienne valse. Et le plus fou, c'est qu'il faut environ un jour par fuseau horaire traversé pour tout remettre d'aplomb, parce que recalibrer une horloge moléculaire, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton. Faut lancer tout le cycle de protéines qu'il y a dans chaque cellule de chaque organe de ton corps. Et ça, c'est lent. Le foie, par exemple, il met souvent plusieurs jours à se resynchroniser, idem pour le système digestif, les muscles ou le système immunitaire. C'est pour ça qu'on se sent si mal en jet lag. C'est pas juste de la fatigue, c'est une tempête temporelle dans ton corps. Et tu crois que le jet lag c'est juste un petit désagrément passager? Mais imagine maintenant que ce décalage il dure des semaines, voire des années. C'est exactement ce que vivent des millions de personnes dans le monde, les travailleurs de nuit, soignants, routiers et employés en horaire décalé. Et là, le corps il ne suit plus. Travailler contre son horloge biologique, ce n'est pas juste être un peu fatigué, c'est vivre en désaccord permanent avec sa propre biologie. Quand le SCN il pense qu'il fait nuit mais que tu dois être à l'air, quand ton foie veut ralentir mais qu'on lui envoie des frites à minuit, quand tes cellules immunitaires elles veulent dormir mais qu'elles doivent te défendre, le résultat
face à une fatigue chronique, des troubles du sommeil, des sautes d'humeur, de l'irritabilité, des difficultés de concentration, mais ça c'est que le début. À long terme, la désynchronisation de l'horloge circadienne est associée à des pathologies bien plus lourdes. Obésité et diabète, le foie mal synchronisé dérègle le métabolisme du glucose, l'insuline devient moins efficace, les prises alimentaires décalées perturbent la leptine et la gréline, les hormones de la faim, tu peux choper des maladies cardiovasculaires, parce que ta pression artérielle et ta fréquence cardiaque, elles suivent aussi un rythme circadien. Leur dérèglement, ça augmente le risque d'AVC ou d'infarctus. Et tu peux aussi souvent développer une dépression, des troubles anxieux ou des burn-out. Parce que l'horloge circadienne, ça régule aussi la production de neurotransmetteurs comme ta sérotonine ou ta dopamine. Et enfin, t'augmente drastiquement tes risques de cancer. L'OMS a classé le travail de nuit comme probablement cancérogène. Certaines fonctions de réparation de l'ADN, par exemple, elles sont activées la nuit. Mais si tu dors pas, dormir au mauvais moment, c'est laisser le génome sans surveillance. En clair, l'horloge, c'est pas un gadget, c'est une couche fondamentale de régulation du vivant. Et la respecter, c'est pas juste une lubie de biohacker, c'est une question de santé publique. Pendant des décennies, on savait que le vivant suivait un rythme. On l'observait dans les plantes, dans les animaux, dans les humains, mais on ne savait pas comment. Puis, 3 chercheurs, Jeffrey Hall, Michael Rosbach et Michael Young, ont allumé la lumière dans cette mécanique invisible. En découvrant les gènes période, timeless, double time, ils ont révélé que le temps n'est pas abstrait, il est codé, il est biologique, il est inscrit dans l'ADN. Ils ont montré qu'au cœur de chaque cellule, des protéines montent et descendent, comme la marée, s'inhibent, se dégradent et créent un cycle moléculaire de 24 heures. Alors attention, Hall, Rosbach et Young, ils n'ont pas découvert toute l'horloge du vivant. Pas la lumière, pas la mélatonine, pas le cerveau. Leur terrain, c'était la mouche Drosophila melanogaster, mais ce qu'ils ont montré, c'est que le rythme est écrit dans les gènes, que la cellule, même toute seule dans une boîte de pétri, elle peut battre la mesure. Et surtout que ce mécanisme, découvert chez une petite mouche à vinaigre, est le même, ou presque, dans ton propre corps. En 2017, ils reçoivent le prix Nobel de médecine, et c'est amplement mérité parce qu'en décryptant cette horloge interne, ils ont ouvert un nouveau champ entier de la biologie, la chronobiologie. Une science qui ne demande pas seulement quoi et comment, mais aussi quand. Quand faut-il prendre un médicament? Quand le corps est-il le plus apte à digérer, à réparer, à se défendre? Quand un cancer se développe-t-il le plus rapidement? Quand la mémoire est-elle la plus active? Parce que le timing en biologie, ça change tout. Et aujourd'hui, on comprend que vivre contre son horloge, c'est un peu comme ignorer les règles de gravité. Tu peux le faire pendant un temps, mais pas sans conséquences. Grâce à Hall, Rosbach et Young, on sait que nous sommes des créatures de rythme, pas seulement parce qu'on marche, qu'on respire et qu'on dort, mais parce que notre ADN bat la mesure. Et ce rythme-là, ce n'est pas un métronome externe, c'est un champ intérieur, une pulsation cellulaire, un tempo qui dit c'est le moment. Alors la prochaine fois que tu as sommeil à 22h et que tu te réveilles sans réveil, ou que tu n'arrives pas à dormir après un vol, rappelle-toi que ce n'est pas une faiblesse. C'est ton corps qui suit sa partition, une partition écrite il y a des millions d'années, révélée dans les années 80 et récompensée en 2017 par un prix Nobel, et qui nous rappelle une chose simple, être à l'heure ce n'est pas qu'une question de montre, c'est une question de biologie. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo de Chronobel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, et si vous voulez que je décortique un nouveau mécanisme biologique, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. A très bientôt pour un nouveau plongeon dans l'histoire des prix Nobel.